Bon, alors du coup, je vais faire mon prof fainéant parce que comme s'il y avait des fêtes avant, on va reprendre les derniers cours. Non, mais c'est pas du tout pour faire un prof fainéant, c'est juste que comme la dernière fois c'était un petit peu dense et que certains parmi vous m'ont dit que ça l'était un peu trop et qu'ils n'avaient pas réussi à tout bien fixer, etc. J'ai préféré, avant qu'on voit la suite, revoir assez rapidement quand même et rester sur certaines notions qu'on avait pu voir au fil des 3 derniers cours. Et puis ensuite, si on a le temps, on verra, enfin ça dépend un peu de vous aussi, on entamera, donc comme prévu, le teaser dure longtemps, la dialectique chez Socrate, mais de toute façon il faudra repasser par un autre détour sur la contradiction. Il y a sans cesse des détours, mais ils sont importants. Vous verrez à la fin de l'année, vous verrez, ils sont importants les détours. Du coup, juste avant, est-ce que, puisque je vous avais demandé de relire un peu ou de revoir si vous avez du temps, et comme c'est vous qui m'avez fait la demande, est-ce que vous avez des questions ou des points sur lesquels vous aimeriez qu'on revienne plus précisément? Voilà, vous en avez ils n'en ont qu'à la fin du cours. Non, il n'y a rien du coup. De toute façon, on va reprendre. Donc, par contre, pour le... Oui, vas-y. Bah, moi, c'était sur la dialectique. Si... Non, on va le revoir à la fin de toute façon. Non, alors par contre, du coup, pour une fois, si vous voulez m'interrompre, parce que puisqu'on a l'occasion de reprendre et de revoir, si vraiment vous voulez m'interrompre, parce que là, vous n'y pensez pas forcément, mais qu'il y a une notion sur laquelle vous voulez que je revienne et que j'insiste, interrompez-moi, parce que sinon, moi, je défile, et puis, normalement, pour moi, c'est fixé. J'espère, en tout cas, et puis la répétition fixe la notion, donc il le faut. Je vous rappelle aussi que même si, je l'ai dit plusieurs fois, ça te fait rire. Non, mais c'est... C'est la tête de Jonathan. Ouais. Ah, je comprends. Et moi aussi, c'est pour ça que c'est pas trop la regarder. Non. Oui, je vous l'ai dit plusieurs fois, mais c'est d'où l'importance des détours, etc. Là, je vais essayer de revenir sur certaines notions, mais ce qu'il faut bien se rappeler, et je vais vous faire mon petit schéma que j'aime bien. Bien que c'est pour ça que j'utilise pas de... Oui, quoi, pardon. Le feutre. Merci. C'est pour ça que je n'utilise pas de PowerPoint d'ailleurs, parce que les PowerPoint fonctionnent toujours idée par idée, et donc du coup, au lieu de faire un retour nécessaire qui fait que ça se construit et que ça avance, on fait notion par notion, par idée par idée. Donc si on fait de l'argumentatif bidon, ça va bien quand on a fait Sciences Po, l'ENA et qu'on réfléchit pas, quoi. Mais sinon, on reste du temps. Le retour et le détour est toujours nécessaire puisqu'on y revient pour progresser. Et c'est là, encore une fois, tout l'intérêt de la dialectique. Et vous verrez, je pense que vous l'avez déjà vu peut-être, mais c'est comme ça qu'est construit le cours. Et il y a certaines notions qui reviennent sans cesse pour qu'on tente de les dépasser. Et c'est ce qu'on va faire à la suite aussi, une fois que je serai revenu sur tout ça. Il y a certaines notions qu'on a vues dans les premiers cours, qu'on va essayer de compléter, et voire même de dépasser, qui ont été des points fixes que je vous ai donnés à un moment, je pense notamment à la non-contradiction d'Aristote, sur laquelle j'ai insisté. Mais comme on n'est pas là pour construire des pantins et des gens qui répètent bêtement, on va être amené justement à essayer de dépasser cette notion-là, et de voir en quoi elle rentre en contradiction avec d'autres termes, et essayer de la pousser un peu plus loin. C'est tout l'intérêt. Donc on fonctionne comme ça et pas par PowerPoint. Lors du premier cours, j'ai insisté sur plusieurs choses. Donc du coup, n'oubliez pas de m'arrêter si vous voulez que j'approfondisse. Notamment sur le fait que, et j'avais cité cette phrase de Wittgenstein que j'aime beaucoup, qui dit faire de la philosophie pour les seuls philosophes, c'est comme si les boulangers faisaient du pain uniquement pour les boulangers. Et donc j'ai essayé d'insister parce que, évidemment, il n'y a pas grand-chose qui inquiète en philosophie, et c'est là qu'on voit, je vous en ai parlé aussi, que la philosophie émergeait souvent dans des temps de crise, et, enfin même pratiquement toujours, et il n'y a pas de danger avec la philosophie lorsque cela se pratique dans une chapelle universitaire, et lorsqu'il n'y a justement pas de contradiction, lorsqu'il n'y a pas d'opposition, et lorsque tout le monde n'en profite pas. On peut utiliser la philosophie la plus révolutionnaire qui soit, si c'est dans une chapelle universitaire devant un jury qui fait à peu près tout le temps la même chose, je dis pas que ça n'a aucun intérêt, c'est pas le cas, mais en tout cas si ça se cantonne à ça, ça en a très peu. Et surtout,
Le point de départ de la philosophie n'a jamais été ça. Ça a été un dialogue avec autrui et avec tous, surtout. À une époque où, en plus, on assiste à un assassinat permanent de la philosophie, c'est une expression de Deleuze, où on voit bien que ce soit à la télé ou à peu près partout, soit la philosophie c'est « oh, ce truc prise de tête hein, sur lequel on n'a pas envie de travailler », soit c'est quelque chose de beaucoup trop compliqué. D'ailleurs, je suis content puisque j'ai eu un commentaire sur Facebook suite à mes vidéos d'une personne qui me disait oh, pendant longtemps j'ai cru que c'était quelque chose d'inaccessible et de trop compliqué, que moi je pouvais avoir accès et finalement vos vidéos me le permettent. Et, tant mieux parce que c'est le but, quoi. Il n'y a pas de... Et ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que, et je dis pas que c'est toujours simple, mais on peut aller dans des choses très complexes, mais se faire comprendre de tous et en dialoguer avec tous. C'est surtout ça aussi. Et c'est justement là la qualité, et je parle pas pour moi directement, loin de là, mais la qualité de bons enseignants va être aussi de pouvoir bien vulgariser justement, c'est-à-dire justement de pouvoir aller à des niveaux d'abstraction très importants et en même temps être à même justement de le rapporter à tous après avoir fait ce travail-là. Alors que la plupart du temps on se plaît justement à utiliser des grands mots et des grands concepts qu'on n'explique pas, c'est la maniaque de Goerienne qui emporte tout le temps. Or, en philosophie comme en littérature, et comme disait Colette, il faut écrire avec les mots de tout le monde, mais comme personne, c'est ça la différence. Donc j'avais insisté là-dessus. J'ai aussi longtemps insisté sur le rapport entre l'autre, entre moi, l'autre et le vrai, chez Merleau-Ponty, on en a beaucoup parlé, et vous verrez que cette notion-là elle est encore importante, puisque on a fait la dernière fois une introduction à la dialectique, et dialectique c'est, on y reviendra de toute façon, je vais détailler tout ça, mais dans dialectique il y a dial, et c'est s'entretenir avec l'autre, c'est le dialogue avec l'autre. Donc on voit que le gros travail de la philosophie, qui a été cette recherche de la contradiction et qui nous a conduit jusqu'à la dialectique, eh bien, est un travail de mise en relation avec l'autre par le dialogue, et où la parole a une importance qui ne lui est pas donnée ailleurs finalement. J'ai beaucoup insisté aussi sur, j'ai même bien insisté sur le fait qu'il ne fallait pas distinguer absolument, et là encore une fois on retrouve le principe dialectique, la théorie de la pratique, parce qu'encore une fois très souvent on pense qu'il y a la théorie. Or, d'ailleurs je le rappelle, en grec, parce que j'utilise le mot grec encore une fois non pas pour faire pédant, et c'est pour ça qu'on l'explique, parce qu'il y a deux moyens, soit on sort un mot grec et on ne l'explique pas, et puis on fait comme ça, on a l'impression d'être très intelligent. Mais en fait, utiliser le mot grec de théoria, en fait le grec est une langue bien différente du latin et du français, où les concepts sont plus dynamiques. C'est quasiment une langue qui se prête à la dialectique, là où le latin fige beaucoup plus les notions, tel mot, tel concept, alors que dans la notion de théoria en grec, il y a déjà cette idée que la théoria est le mouvement par lequel on doit passer, c'est-à-dire un point de vue intellectuel, et qui revient forcément à la pratique. C'est le meilleur moyen de construire ce qu'on va appeler plus tard une praxis, j'y reviendrai aussi, donc la manière dont on se construit, la manière dont est construite l'organisation sociale et ce par quoi on passe pour la construire, notamment l'histoire. Et la théorie donc est le meilleur, est un passage nécessaire et absolu, et sans doute le meilleur pour justement arriver à cette pratique-là. Et donc l'un et l'autre n'ont pas de raison d'être dissociés, l'un et l'autre avancent ensemble. J'ai beaucoup insisté là-dessus. De la même manière aussi que j'ai insisté, et ça fait suite à cela, sur le fait que la philosophie était une quête de la sagesse et que donc elle ne la détenait pas. Il y a un amour de la sagesse et cet amour il est en quête permanente. Et que donc la philosophie, on l'a vu d'ailleurs avec l'allégorie de la caverne, qu'on a bien vu. Où justement il y a ce parcours du philosophe qui gravit les étapes et qui ne doit pas non plus les gravir trop vite au risque d'être ébloui comme moi ce soir et d'être aveuglé ou en tout cas de ne pas vouloir avoir le sentiment d'être contraint de faire demi-tour parce que ce serait trop violent de lui imposer de suite comme cela
la vérité, comme le cours, quoi. J'essaie d'être de vous amener petit à petit, normal, quoi. Un cheminement, une progression. Et donc la philosophie répond, en lien justement avec la théorie et la pratique, à deux questions fondamentales qui sont que puis-je savoir et que dois-je faire, que Kant a très bien résumé, j'en parlais dans le dernier cours. Et ces deux questions, elles sont importantes, parce qu'encore une fois, quand on nous pose la question de savoir si la philosophie a ou non un intérêt aujourd'hui, eh bien oui, parce qu'elle n'a pas que le fait de pouvoir savoir, d'autant plus que le savoir n'a pas de raison d'être relégué uniquement à la science, on l'a vu ça aussi. Et en même temps, elle répond aussi à la question que dois-je faire, puisque justement, elle n'oublie jamais ce lien qu'il y a entre la théorie et la pratique. C'est-à-dire qu'à partir de ce que l'on va penser, eh bien, on va être amené à modifier notre organisation sociale. D'ailleurs, mais je pense que je n'ai pas la citation exacte, mais dans l'idéologie allemande, Marx et Engels disent bien, jusqu'à aujourd'hui, les philosophes n'ont fait que penser le monde, maintenant il faut le changer. C'est pas exactement ça la citation, mais c'est la même chose. Du coup, je l'ai dit aussi, du coup, et ce n'est pas pour rien, donc, que, à plus forte raison encore, la philosophie apparaît dans ces moments de crise. Et les moments de crise qu'on vit aujourd'hui encore, et c'est pas pour rien, si d'ailleurs Mathieu et moi-même avons souhaité mettre en place ce type de cours, c'est parce que autour de nous, ce qui se passe, les événements actuels, nous prêtent justement à remettre sur le devant de la scène la philosophie plus que jamais. Et ce n'est pas juste histoire de se réunir et de bavarder, etc. Il y a un enjeu plus important à mon sens, en tout cas c'est celui que je poursuis, et c'est celui de vous apporter certains outils, si vous le souhaitez, pour justement mieux comprendre les choses qui nous environnent et avoir les moyens de se défendre, et notamment aussi, on l'a vu dans le second cours, avec les mots et l'importance du vocabulaire et de la pensée. Et donc j'ai insisté aussi, suite à la phrase de Merleau-Ponty qui nous dit que si le philosophe était un révolté, il choquerait moi, sur le fait que la philosophie, parce que c'est aussi ce qu'on pense parfois, soit le philosophe est celui qui a la tête dans les nuages. C'était la grande blague du temps de la Grèce où on disait Pythagore est chuté parce qu'il avait tout le temps la tête dans les nuages et donc il est tombé, il est mort comme ça. Il n'y a aucune preuve, enfin bref, dans tous les cas, c'était la grande boutade. Et donc la philosophie, bien plus que, enfin le philosophe, bien plus qu'être un révolté, il y a quelque chose de profondément révolutionnaire. Dominique Pagani, parce qu'il faut bien, se plaît à rappeler enfin à comparer en tout cas Socrate au veilleur de nuit. Et je pense que c'est une excellente comparaison. Il nous dit, Socrate, il est tel ce veilleur de nuit au moment où la maison brûle et il vient et il est en train de nous dire réveillez-vous, quoi, faites quelque chose, la maison est en train de brûler, c'est ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. C'est pour ça que c'est important. Et nous, au lieu de... Enfin, je dis nous parce que de la même manière que Socrate dans l'allégorie de la caverne dit au sujet des prisonniers, il dit c'est nous, ils nous ressemblent. Là c'est exactement pareil. Nous, qu'est-ce que l'on fait? Eh bien on assassine Socrate. Et en fait il n'est pas dans la révolte gauchiste absurde et l'agitation permanente. Non, et il est en train d'essayer de sauver la cité en fait. Il est en train d'essayer de sauver ce que Athènes a créé à ce moment-là. Et en train de leur dire attention, ça ne va pas. Et qu'est-ce qui va se passer quelques années après? Eh bien la cité s'effondre. Et puis Rome apparaît, c'est l'Empire romain, puis Alexandre avant va conquérir, Alexandre puis Philippe de Macédoine vont conquérir d'une main de fer la totalité de la Méditerranée. Et donc Socrate, en fait, vient alerter, vient alarmer, c'est un lanceur d'alerte en quelque sorte Socrate. Il vient juste rappeler et revenir sur des fondamentaux. Et qu'est-ce qu'il fait pour ça? Il revient au dialogue et à la source parce que tout a été modifié. Et j'ai beaucoup insisté là-dessus. C'est d'ailleurs ce qui nous a conduit dans le second cours à insister sur la notion d'étonnement en philosophie. Les Grecs parlaient même d'émerveillement. Aristote parlait d'émerveillement, c'est-à-dire, en tout cas, ne pas se contenter de l'habitude, ne pas se contenter de ce qu'on est habitué de voir et d'être étonné par ce qui, normalement,
ne nous étonne plus, et donc remettre en cause ce que nous sommes plus à même de remettre en cause, c'est-à-dire quelle organisation politique nous avons. Et j'en ai parlé de nombreuses fois, et c'est pour ça, d'ailleurs, hop, détour dans le détour. Oui, oui, Rousseau, dans Les Mille, et je le cite souvent, dit ce que l'homme a fait, l'homme peut le détruire. Il n'y a de caractère ineffaçable que ceux qu'imprime la nature, et la nature ne fait ni prince, ni maître, ni grand seigneur. Eh bien, et c'est justement ce qu'on essaie de nous mettre en tête, en fait, souvent. Je suis revenu là-dessus plusieurs fois. Rien qu'avec cette phrase, Rousseau, et c'est là qu'il est éminemment révolutionnaire, et qu'il annonce la modernité, en partie, eh bien, prend le contre-pied à la fois de l'idéologie surnaturaliste qui règne en son temps, c'est-à-dire eh bien, chaque chose a sa place parce que le divin l'a décidé ainsi et que donc le roi dirige la monarchie de droit divin et qu'il est comme ça et puis c'est tout et puis personne n'a bougé, toi t'es serf et toute ta vie tu seras serf, un point c'est tout. Et il prend en même temps le contre-pied de l'idéologie naturaliste qui elle dit oh bah c'est rien de la nature ou c'est comme ça, on peut rien y faire, c'est comme ça. Hein, qui existait avant et qui est sans cesse repris par le capitalisme. Bah, il y a eu des riches, il y a eu des pauvres, il y en aura toujours, hein, c'est comme ça, on ne peut pas y faire grand-chose. Et justement, Rousseau, un des premiers, grand dialecticien, on y reviendra, puisqu'on verra à un moment dans l'année, quand l'introduction sera terminée, on passera par Socrate, par Héraclite, puis par Rousseau avant d'entamer Hegel et Marx, parce qu'il est l'annonciateur de la grande dialectique. Et ce que je disais, oui, donc, et c'est donc s'étonner de tout ça, et ne pas rester sur ces choses a priori figées, et dont on se contenterait simplement parce qu'elles sont comme telles, et que ça a priori toujours fonctionné comme ça, on ne sait pas quand, on ne sait pas depuis quand, mais ça a priori toujours fonctionné comme ça, donc on va faire comme ça. Il y a des choses qui sont dépassées, et d'autres qui doivent rester figées, c'est bizarre, il y en a, c'est terminé, a priori, hein, dans le discours, par exemple, le marxisme, c'est un truc qui s'est dépassé. La lutte des classes, c'est un truc qui s'est dépassé. Par contre, le libéralisme, qui lui est bien antérieur, ça, il n'y a pas de souci. Ça, c'est tout à fait d'actualité, ça fonctionne très bien. Or, le marxisme étant le meilleur outil de critique du libéralisme, ça n'a rien d'étonnant du fait qu'on le fasse passer pour dépasser, et comme si tous ces concepts étaient dépassés. Il n'y a pas de souci à ce qu'il y ait un dépassement au marxisme. Évidemment qu'il en faudra un. Le problème, c'est que bizarrement, il y a des choses dont on choisit qu'elles sont dépassées, nous dites comme telles, et d'autres, non, ça va très bien. Bizarrement, quand ça inquiète, là c'est dépassé, là c'est désuet, et il ne faudrait pas utiliser ces termes-là, parce que c'est un non-sens. En 2015 ou 2016 maintenant, on n'emploie plus ces termes-là. Voilà. Et donc Hegel nous dit, d'ailleurs, au sujet, je vous en avais parlé, au sujet de cet étonnement philosophique, c'est pas la meilleure pause, il nous dit ce qui est bien connu, parce qu'il est bien connu, est mal connu. Donc très souvent, on croit qu'après on va s'intéresser à des abstractions énormes. Or, en fait, non, ce qui est de plus mal connu, bien souvent, c'est ce qui est de plus proche de nous. C'est justement parce que c'est rentré dans le cadre et qu'on a l'habitude de ces choses-là. De la même manière je prends un exemple très simple, même si ce n'est pas un sujet de réflexion philosophique pour autant, mais afin de bien comprendre. Le trajet pour aller de là où vous avez votre emploi chez vous par exemple, à un moment vous l'avez complètement oublié, quoi. Vous faites, votre inconscient le fait et vous n'êtes même plus capable de dire s'il y a quelque chose qui a changé ou non parce que vous ne faites plus attention de toute façon. Et donc bien souvent ce qui est le plus connu, ou alors après il s'agit aussi de définir ce qui nous est le plus familier, on en avait parlé avec la table, avec la chaise. Définir une table ou une chaise, c'est pareil compliqué, quoi. On n'a pas besoin d'aller dans des... Et justement, c'est ce qui nous semble le plus familier. Parce que ce qui nous semble le moins familier, eh bien, c'est justement, on en a la définition, puisque c'est des mots dont on a peu d'utilité, et donc quand on les utilise, on sait précisément pourquoi, et on connaît très bien leur définition. Or, les mots qu'on utilise pour désigner le réel autour de nous quotidiennement, ceux-là, on n'y fait plus attention. Et ce n'est pas pour rien non plus, d'où l'importance de cet étonnement-là, que Hegel nous dit la vérité apparaît toujours dans le reflet des apparences. Et ça, c'est très important pour aujourd'hui. Enfin, pour aujourd'hui, je veux dire, à notre époque. C'est ce que prolongera, c'est ce que prolongeront même
Orwell et Guy Debord, puisque l'aliénation suprême dont parle Guy Debord dans la société du spectacle, elle passe en partie par cela, c'est-à-dire que tout ce qui nous est présenté comme vrai relève en fait du faux. Et je ne vais pas donner des tas d'exemples, mais si on a un minimum de culture politique, on se rend compte qu'aujourd'hui, la plupart du temps, ce qui nous est présenté comme tel relève en fait de l'inversion totale. Et c'est aussi pour ça, du coup, j'en avais parlé, qu'en philosophie, du coup, ce qu'il y a de plus important, et c'est ce que j'essaie de faire là aussi, c'est de soulever des questions, d'amener ces questions, d'amener le dialogue, plus que d'apporter des réponses. Moi, je ne suis pas là pour vous amener des réponses. J'en amène parce que, mais je ne sais pas si elles sont valables ou non pour vous, en tout cas, elles le sont pour moi, et celles que j'amène, c'est le fruit de mon travail personnel. Après, à vous, à partir des questions qu'on soulève ici, de faire votre propre cheminement dans la caverne. Mais en tout cas, en philosophie, ce sont les questions qui vont vraiment être fondamentales et premières. Encore une fois, c'est ce que fait Socrate, et on le verra avec la dialectique. Socrate ne cesse finalement de poser des questions à ses interlocuteurs et à leur laisser un choix finalement entre des oppositions pour évincer le contraire. On le verra tout à l'heure, ça passe d'abord par l'exclusion du faux avant de passer par la recherche de la vérité. J'en ai parlé plusieurs fois, par exemple Socrate dans la République demande à l'artiste mais qu'est-ce qui est beau? Et là il lui donne différentes réponses et lui dit mais alors qu'est-ce qu'il y a comme lien entre le fait que tel monument ou telle femme soit belle? Et donc il lui laisse des choix et donc petit à petit c'est ce travail dit de division, dont parle très bien le jeune Socrate dans le Politique de Platon, qui conduit donc à évincer en priorité le faux avant de chercher vraiment le vrai. Et c'est ce que j'ai fait dans le dernier cours avec la dialectique. Je vous ai d'abord montré ce qu'elle n'était pas, et ça pose le problème de l'identité dont on a parlé, c'est-à-dire que l'identité c'est à la fois ce que je suis plus ce que je ne suis pas. Et donc on a longuement insisté, et d'ailleurs j'y reviendrai, peut-être qu'on aura le temps, j'y reviendrai dans la suite des cours sur l'importance des mots, leur utilité, leur nécessité, notamment dans la pensée. Et je les ai comparés, mais enfin, c'est pas moi qui le fais, mais il y a cette citation célèbre, j'ignore de qui elle est, je sais pas si c'est juste un proverbe, bref, qui dit les mots sont des armes. Finalement, les mots sont des outils, et plus vous allez avoir ces outils en main, plus vous aurez les capacités de penser, et c'est à partir des mots qu'on peut faire et défaire. J'ai notamment parlé des phrases performatives qui font par exemple lors d'un mariage, qui avec la parole finalement, qui unit les deux personnes, et de la même manière que ça peut se défaire avec les mots. Et c'est ces mots-là qui construisent notre monde et notre réalité, d'où ma distinction que j'avais produite entre le réel et la réalité, où le réel est brut et la réalité, elle, est construction. Et j'avais rappelé l'importance des mots, puisque j'avais donné quelques exemples que je n'ai plus là, sur justement le fait que ça avait une influence énorme, parce que la manière dont vous pensez le monde va vous permettre d'agir dessus. Et j'avais pris cet exemple courant qu'on prend aussi avec les charges sociales, du coup, et les cotisations. Enfin, si vous pensez les cotisations sociales en termes de charges sociales, la manière dont vous percevez le monde et les institutions est complètement différente. Donc, d'où l'importance de ces mots-là. Si vous pensez la démocratie comme réellement un type de gouvernement, un type de régime où le peuple dirige, ou alors où c'est une élite qui dirige, ça n'a juste rien à voir. Ça dépend de ce que vous accolez derrière ça, et tout l'intérêt de se mettre d'accord là-dessus pour fonder une politique réelle et concrète, tous ensemble, et non pas à partir des professionnels de la politique. À la suite de quoi, du coup, sur ce travail sur les mots, je vous ai invité à vous méfier de la rhétorique, et on le reverra avec le sophiste, parce que le sophiste, c'est l'ambiguïté par excellence. Hein. Et donc, j'avais essayé de dégager quelques arguments dits rhétologiques fallacieux, puisque ce sont des arguments régulièrement utilisés. Je vous avais pris d'ailleurs, je l'ai revu dans tes notes, l'exemple entre Étienne Chouard et Jacques Attali, qui est un excellent exemple de la sophistique parfaite. Hein.
où on va utiliser voilà, massivement un discours qui, a priori, semble juste, fait d'argumentaire, qu'on a du mal à déceler quand on n'a pas les codes, et qui pourtant sont absolument fallacieux. Donc, et ça, il faut s'y habituer, il faut s'habituer à les décoder, et voir à quel point ça ne tient pas la route. Et il suffit de regarder n'importe quelle pseudo-émission de débat à la télé pour se rendre compte que c'est sans cesse le cas quand il ne s'agit pas tout simplement de clash absurdes. D'où l'assassinat de la philosophie dont parlait Deleuze. Deleuze que je ne porte pas énormément dans mon cœur pour sa philosophie, mais enfin sur l'assassinat de la philosophie et la dangerosité que la télévision a pu représenter, a produit une bonne analyse qui est d'ailleurs dans l'abécédaire que vous pouvez regarder, elle est disponible en ligne sur YouTube. L'abécédaire de Deleuze, il doit durer 2h30, un truc comme ça, il passe lettre par lettre et il dit ce qu'il en pense. Voilà. Du coup, à partir de ça, après avoir bien insisté justement sur l'importance des mots, est-ce que là, vous avez des questions? Non? Parfait. Ça veut dire que c'est très clair, donc à la fin du cours, personne ne dira « c'est dense, c'est pas mal ». On est d'accord? Personne, parce que sinon... Du coup, ça nous a conduit au troisième cours, qui donc était une introduction à la dialectique. Était donc une introduction à la dialectique. J'ai simplement insisté au début sur l'influence aussi, sur deux choses principales avant d'introduire vraiment ce que peut être la dialectique ou ce qu'elle n'est pas. C'était d'abord sur l'influence des sons, sur le sens, mais c'était plus un outil pour moi, ça, de vous montrer que par la parole, eh bien, il y avait des démonstrations. Et qu'en philosophie, il était toujours question de démontrer, parce qu'il va s'agir de produire de bons raisonnements, et à partir de ces bons raisonnements, eh bien, de donner du sens, de faire signifier. Et donc c'était un exemple pour moi, pour vous montrer qu'il n'était pas forcément nécessaire de passer par les mathématiques, plutôt par les sciences, pour avoir une démonstration. D'ailleurs, on a distingué à plusieurs reprises la science de la philosophie, où je vous ai montré d'ailleurs, et démontré je pense, après on peut en débattre, c'est pas pour ça que c'est figé, que la science s'intéressait beaucoup plus aux abstractions générales, là où la philosophie s'intéressait bien au concret, et ça c'est important. Si vous avez l'occasion de revoir, parce qu'on va pas s'éterniser là, ce passage-là, il est important. A priori, l'histoire de mes deux vers n'est pas si importante, mais en fait elle est fondamentale, et vous le verrez dans la suite du cours, qu'elle traverse l'ensemble des questions philosophiques qui vont suivre, notamment la construction de la dialectique dans le rapport à l'être et le non-être, et de l'un et du multiple, je vais revenir. Et du coup, voilà, la philosophie s'intéresse bien plus aux choses concrètes. On l'a vu. Parce que quand on demande aux scientifiques de donner une définition de tel verre, j'en ai pas d'autres, est-ce que j'ai des trucs similaires? Non. Bref, de tel verre et d'un autre, ils donnent la même, parce qu'en fait, ils donnent la définition d'une abstraction générale. Mais ils ne donnent pas la définition ils donnent pas la définition concrète. Je vous avais pris le même exemple. Vous avez pris le même exemple avec deux personnes différentes, et essayez de voir que d'un point de vue biologique, on peut donner, et j'avais pris l'exemple du coup de vous qui a jumeaux, parce que justement ça correspondait bien plus encore à ça. Et puisque la biologie peut donner une définition quasi similaire de l'un et l'autre d'entre vous, par contre la philosophie elle doit s'intéresser de la même manière que chacun d'entre nous se posera la question, a envie que chacun d'entre vous ait son identité propre, et qu'elle ne soit pas donnée la même pour vous deux. Je peux oui, vas-y. Un petit moment justement sur cette question. Ça, je peux le voir en plus. Si on parle du verre, en fait l'idée c'est la même question qui est posée à un philosophe et à un scientifique, il y aura une réponse différente, c'est ça le truc? C'est surtout que oui, il y a une réponse différente clairement, parce que justement ils ne s'intéressent pas au même domaine. En fait, ce que je cherche à montrer là aussi, c'est que trop souvent, aujourd'hui, comme on est dans une période, et j'ai absolument rien contre la science, bien au contraire, et le matérialisme dialectique c'est toujours construit sur les avancées scientifiques, donc c'est pas un problème. Par contre, il y a un gros souci avec le scientisme, quand on fait intervenir la science dans des questions où elle ne peut pas trancher, déjà, et qu'on lui donne une telle prestance et une telle autorité, c'est ça le souci en fait.
Alors, et faire croire que celle qui s'intéresse le plus au concret, surtout, c'était ça que je cherchais à montrer. Ouais, On donc croit le forcément verre- que du scientifique ou du philosophe, on croit toujours que c'est le scientifique qui s'intéresse le plus au concret. Or, c'est l'inverse. C'est ça. Et toute l'histoire de la philosophie nous le montre. Et l'histoire des sciences aussi. Parce que le scientifique, il peut rester dans son labo et faire acheter 2-3 trucs, faire des expériences, et voilà. Mais et surtout, il ne sera pas en relation à l'autre. Alors que c'est prédominant, la relation à l'autre, chez l'homme. C'est ça qui constitue tout l'être humain. Et, Je sais pas en fait si le verre est le meilleur exemple à choisir. je l'ai pris parce que j'avais 2 verres aussi. Ouais. Mais, j'ai un peu improvisé, mais je sais pas pourquoi. Vas-y, dis. Non, pas parce que, enfin, on en avait déjà parlé la dernière fois, Ouais. mais le problème c'est que la question en elle-même est incomplète et elle sera interprétée d'une façon ou d'une autre en fonction de la personne à qui tu poseras la Ouais, mais si question. tu poses une question autre que sur le... Je t'ai pris l'exemple sur 2 personnes aussi. Le problème, Et le la problème est question, le ce serait plutôt justement qu'un scientifique ne pourrait pas, répondre directement. Qu'est-ce que vous pensez de ceci? Est-ce que ceci est mieux ou moins bien? même. Oui, là on est tout à fait d'accord. Là, c'est une question qui est forcément subjective. Enfin, la science, elle, essaiera justement de trouver des choses objectives, tandis que peut-être la philosophie se fera par rapport à des situations, par rapport à des façons de penser de chacun. La philosophie, elle est profondément... Mais c'est ça, c'est ce que je dis en fait. Elle est forcément en relation à l'autre, elle est forcément politique au sens large, c'est-à-dire vie de la cité, l'ensemble des hommes, alors que la science, elle, ne l'a pas. Donc chacun a son plan. Voilà, le truc, c'est pas de dire il y en a un qui est supérieur à l'autre, loin de là. Non, je ne voulais pas dire ça. Non, mais on est bien d'accord, c'est que je le dis parce que c'est souvent ce qui est amené, tu vois. Aujourd'hui, sincèrement, si on demande à la majorité des gens un avis entre un scientifique et un philosophe, je pense que le scientifique va bien l'emporter, c'est tout ce que je dis. Or, ça dépend du sujet, quoi, c'est ça le problème. Et que le scientifique, trop souvent, s'interpose dans des sujets, justement, comme tu l'as dit, qui sont des sujets d'éthique et de morale, donc qui relèvent de la question de que dois-je faire. Et c'est ça qu'il ne faut pas oublier. D'où, on y revient encore, le lien entre la théorie et la pratique, et que la théoria est le meilleur moyen et le meilleur détour pour amener une praxis. Et que donc la philosophie a juste tout simplement toute sa place, quoi. Et qu'il n'y a pas de... Il y a pas, mais je suis tout à fait d'accord avec toi sur le problème de la question aussi, parce que ça dépend à quel moment est-ce qu'on place cette utilité. C'est pour ça que moi j'essaie juste de remettre les choses à leur place, tu vois. Si on pose dans le vide, et ça c'est typiquement un paradigme, l'idéologie dominante. En fait, le truc c'est que généralement, la très très grande majorité des questions qui sont posées sont des questions qui ne sont pas précises et qui vont être interprétées par la personne qui va répondre à cette question. Et à partir du moment où en effet la réponse sera interprétée, prise sous tel ou tel angle, là évidemment on ne peut pas le faire de façon scientifique. Enfin, il me semble. D'accord. Et surtout, le scientifique traite de l'abstraction générale, là où le philosophe va s'intéresser à l'un, quoi. C'est ça, à l'un et à l'autre. Et aux relations, encore une fois, ce qui distingue vraiment l'un de l'autre. Enfin, le scientifique peut appliquer en effet des théories générales ensuite sur des éléments concrets. Ah oui, ça oui. C'est juste qu'au point de départ, il ne s'intéresse pas en tout cas il s'intéresse pas à l'individualité. Tu vois ce que je veux dire. Pour lui, ce sera forcément du général. Ouais. D'accord. Ouais, on est d'accord. Mais de toute façon, voilà, que ce soit bien clair, et je l'ai dit et je le répète, c'est simplement voilà, de remettre chacun à leur place, quoi, c'est tout. Il y a des raisons d'être, et si ces disciplines-là existent, c'est pas pour rien, sinon et justement elles se complètent. Il vaut mieux essayer de voir ça comme par quoi est-ce qu'elles se complètent, plutôt que d'essayer de les opposer en permanence. Et d'ailleurs j'en parlais encore une fois dans le dernier cours, je crois. Ça c'est typiquement des catégories dont il faut se passer, quoi, parce que ça veut dire, en Grèce antique, le philosophe, il est mathématicien, parce que nul d'entre ici il est géomètre, et il écrit sur le temple de Delphes, l'école de Platon. Donc il est géomètre, il est mathématicien, donc il est scientifique, il est astronome, c'est ça, quand on regarde les étoiles. Astronaute, c'est quand on y va. Et en même temps, il est philosophe, et en même temps, il est poète. Parce que ça, il est drôle, c'est que Platon est un poète. Il écrit les plus beaux dialogues dans un grec parfait.
Et donc il n'y a pas ces catégories-là, il n'y a pas, c'est ce que je disais la dernière fois, ça il faut vraiment que ce soit des catégories de l'idéologie dominante libérale qui fait qu'on a besoin de chacun dans telle fonction pour répondre à la division sociale du travail, et donc un tel ira en technologie, l'autre ira en professionnel, l'autre ira en littéraire parce que bon on ne sait pas trop les moyens, et puis le scientifique par contre il aura la voie royale et le droit de tout faire. C'est complètement absurde, quoi. Et à la limite, ils pourraient tous choisir leurs options par rapport à ce dont ils ont envie, on s'en fout, quoi. Il y a pas... Mais bon, comme il y a une nécessité pour la division sociale du travail, que chacun soit bien catégorisé et que chacun reste à sa place, et ce pourquoi la dialectique est importante, et donc, ça me fait longtemps, merci. Et donc, le dernier cours a été consacré justement à la dialectique, puisque à la suite de cette distinction entre l'un est multiple et l'un est l'autre, et la recherche du concret, eh bien, j'ai rappelé la définition que donne Hegel de l'identité. Il nous dit c'est à la fois ce qu'elle est, plus la négation de ce qu'elle n'est pas. Donc, et c'est ce dont j'ai parlé encore dans ce cours-là tout à l'heure, dans le fait que Platon va d'abord chercher à exclure le faux avant de chercher le vrai. Et c'est pour ça que, du coup, je vous ai dit que la dialectique, elle n'était pas, ou en tout cas, elle prenait le contre-pied des doctrines figées. J'en parlais tout à l'heure encore une fois. Les doctrines figées de type naturaliste, ça a toujours été comme ça, ce sera toujours comme ça, il y a toujours eu des riches et des pauvres, un point, c'est tout. Et on ne pourra pas faire autrement. Déjà, d'un, c'est faux. Et de deux, il y a une contradiction interne qui nous amène à dépasser cela. D'ailleurs, j'avais conclu en vous disant que l'histoire, et j'y reviendrai avec Hegel et tout, donc ne vous attardez pas là-dessus, mais c'est que c'est quand même important, l'histoire n'est que le fait de moments qui visent en fait à dépasser les contradictions de la condition humaine. Et c'est ça qu'on verra avec Hegel, et dans le moment, ce que Hegel voit dans le moment, le moment c'est ce qui est opposé à l'instant en fait. Et c'est pour ça que c'est un concept très dialectique chez Hegel, c'est-à-dire l'instant c'est l'instant présent, vivez l'instant présent, alors que le moment il contient ce que l'on est passé, donc il contient un héritage, il contient ce que l'on est présentement, et aussi le mouvement dialectique qui conduit à la suite. Donc le moment en histoire il est extrêmement important. Et donc il s'oppose à l'instant, et c'est ce que... Bon bref, je dérive, mais c'est ce qu'on verra avec Hegel, et c'est pour ça qu'il y a une logique historique. Donc je disais que la dialectique, elle n'était pas une doctrine figée, donc elle s'oppose... En fait, il va y avoir deux grands courants, il va y avoir le courant métaphysique, et pour ceux qui ont acheté Politzer, qui est quand même... je te regarde Toali, comme je sais que tu l'as acheté, mais qui est quand même... à prendre un peu avec des pincettes, c'est le truc quand même bien... c'est genre ça c'est très bien et ça c'est très mal. C'est ça. Mais ça permet d'avoir des bonnes bases, c'est ça l'outil, après à toi de piocher, quoi. Mais pas donc pas une doctrine figée, ni un isolement des choses. Je vais juste rechercher, je ne prends pas trop de temps, pour en développer davantage. C'était là, parfait. Voilà. Donc, et c'est ce dont on parlait tout à l'heure, elle n'est pas... Il n'y a pas d'isolement des choses dans la dialectique, c'est compris comme global, et j'avais fait deux parallèles, celui que j'ai fait tout à l'heure en échangeant avec Pascal, parce que qui est donc la division parmi les disciplines, ce qui est une erreur. D'ailleurs, c'est assez bizarre, mais quand vous allez, encore une fois, dans les sphères où les gens sont, encore une fois, correctement formés, parce que l'élite, il ne faut pas qu'elle soit trop idiote quand même, à l'ENS, tout le monde échange. À l'école normale supérieure, il n'y a pas de division entre les littéraires et les scientifiques, ils se retrouvent tous. Par contre, à la fac, on se sépare bien. Et j'avais pris l'exemple aussi de la médecine officielle, qui est une médecine symptomatique, et qui ne s'intéresse pas à la globalité. Donc on est dans l'isolement des choses. Et c'est là que vous voyez aussi, par l'intermédiaire de ces exemples-là, que la philosophie et ce qu'elle emmène avec elle et les logiques sous-jacentes qu'elle peut produire, eh bien, sont bien plus importantes que ce qu'on nous laisse penser, ce qu'on nous laisse imaginer la plupart du temps.
De la même manière, je l'écrivais dans un article récent qui s'appelle « Ces amis qui nous veulent du mal », où je parlais du fait que Heidegger avait sans doute, enfin c'est même sûr et certain, a beaucoup plus contribué par sa philosophie au nazisme que la majorité des gars de bistrot qui étaient dans un verre en train de dire « Ah ouais, les youpins c'est de la merde ». Ça, faut pas qu'on le coupe, c'est chiant par contre. Parce que ça a toujours existé, ça existe toujours, mais c'est des épiphénomènes, ça n'a aucun intérêt. Par contre, quand un philosophe de l'ampleur d'Heidegger vient dire nous avons tous un devoir d'éros à l'égard du Führer, Eros est un deus d'amour en Grèce, il n'y a pas de plus grande invention que les panzers divisionnaires, c'est quand même inquiétant. Et ça, c'est qu'une partie que tout le monde peut comprendre, mais la philosophie entière d'Heidegger, que ce soit le repli vers la Terre sans cesse, et que tout émane de là, et ses théories quasi raciales, eh bien, conduisent nécessairement au nazisme, et viennent le justifier, et viennent justement apporter, viennent nourrir ce qui serait resté à l'état d'épiphénomène finalement. Et c'est la même chose quand les nouveaux philosophes, les BHL, les Glucksmann et compagnie, les Pascal Bruckner viennent complètement détruire la pensée, d'où l'assassinat, encore une fois, de la philosophie dont parlait Deleuze. Et ça, il faut bien y faire attention, parce qu'encore une fois, on voit à quel point c'est très concret, et à quel point les enjeux sont importants, et plus que jamais aujourd'hui. Parce qu'on a trop tendance à croire que, voilà, c'est un truc, ça se fait dans son coin, et puis ça n'a pas de... Tout le monde pense que ça vient du politique, quasiment. Sauf que le politique, il fait quoi? Il mène quelle politique? Par exemple, un politique qui mène une politique libérale, elle n'est pas sortie de son chapeau. C'est pas Sarkozy qui n'a même pas lu La Princesse de Clèves, qui a même de fonder tout ça. Il répond à des logiques qu'il dépasse et qu'il suit. Parce que, par contre, un jour, il y a eu John Locke et Hobbes, et qui ont théorisé tout ça, qui d'ailleurs sont des immenses génies et qui n'ont rien à voir avec Sarkozy. Mais... Bref. Ensuite, du coup, j'étais revenu sur le fait que il n'y avait donc pas dans la dialectique des divisions éternelles, mais des distinctions évolutives. De la même manière, encore une fois, voilà, sur l'exemple que j'ai pris tout à l'heure, il y a toujours les riches, il y a toujours des pauvres, bref, ça c'est des divisions éternelles, ça sera toujours comme ça, et puis c'est tout, ça ne peut pas bouger. Or, la dialectique, notamment le matérialisme dialectique, va reconnaître, par exemple, dans la situation actuelle, oui, il y a des riches, il y a des pauvres, mais par contre, est-ce que c'est pour ça que ça doit rester figé, et est-ce que l'histoire nous conduit au fait que ça reste figé? Non, c'est plutôt l'inverse, finalement. Et bon, je ne vais pas refaire mon histoire de l'esclavage, féodalisme et compagnie. Et donc, il y a... dans la dialectique, il y a une remise en cause, quelque part aussi, du principe de non-contradiction que Aristote avait énoncé, dont je vous ai parlé plusieurs fois, puisqu'on va voir que la contradiction est ce qui va nous nourrir. Ça dépend simplement sous quel plan. Ça dépend si on recherche les causes extérieures ou les causes intérieures, mais je vais y revenir. De la même manière, j'en avais parlé à ce moment-là aussi, pour terminer sur ces différents cours, et peut-être entamer un petit peu du coup la suite. De la même manière que Claude Bernard nous disait, le vivant c'est le mort, phrase profondément dialectique, c'est-à-dire que le vivant ne se refait qu'à partir du mort. Les cellules naissent et meurent en permanence. Donc le corps est profondément dialectique. Donc en fait, même la nature donne raison à la dialectique. Et... je ne sais plus où j'en suis par contre. Contradiction. Ouais, et je crois du coup qu'on s'était arrêté là. Du coup, moi je suis... non, il reste un truc important, pardon. Et c'est ce qu'est brièvement la dialectique. Et j'avais dit qu'elle s'inscrivait dans un processus et, de toute façon vous l'avez bien compris, et dans un mouvement qu'on nomme autodynamisme. J'avais pris pour ça l'exemple de la pomme et du crayon qui se différencient, et qu'il y a donc cet autodynamisme dans la pomme, contenu dans la pomme, comme quelque part dans l'histoire, et que petit à petit, la pomme, si rien n'est fait pour l'interrompre, il y a un autodynamisme interne qui a priori est en contradiction, c'est-à-dire la contradiction de la pomme pourrie, la pomme mûre, mais que la pomme mûre va, si on la laisse comme ça, finir par pourrir. Donc il y a
la dialectique, elle s'appuie sur justement ce processus, elle reconnaît les processus et les mouvements. Et par rapport à la politique, il y a cette, souvent utilisée, et qu'on retrouve déjà chez les Grecs, cette... comment on appelle ça? Enfin bref, une petite anecdote, une histoire plutôt qu'une anecdote, mais de la chenille, où justement c'est très intéressant par rapport à ce dont on a parlé plus tôt, puisque la chenille, a priori, c'est l'exemple concret aussi de la dialectique. Ça a toujours fait de la chenille, ça fait toujours de la chenille, donc pendant des mois elle a fait de la chenille, donc il n'y a pas de raison a priori que ça fasse autre chose que de la chenille, quoi. Et ça fait un papillon. Comme quoi. Et voilà. Donc, on avait terminé là-dessus. Est-ce que là, vous avez des questions? Sinon, moi, j'embraye. J'attends parce qu'Ali aura une question. Non, vraiment, vraiment. Aucune. Non. Le premier qui me dit que c'est danse et qu'il n'a pas capté à la fin. De toute façon, ça enregistre. Alors, du coup, bon, combien de temps? Ah, il me reste 10 minutes. Non, mais de toute façon, j'ai l'heure entière là, de près, donc il me reste 10 minutes, donc on va voir où je m'arrête. Donc du coup, pour essayer d'amener justement, après en avoir tant parlé, mais nouveau détour, la dialectique de Socrate et son fonctionnement, c'est un détour pour y revenir encore sur ce que parler veut dire. Parce que c'est important et ça va nous conduire justement jusqu'au sophiste de Platon, que j'emmène chaque fois, dans l'espoir qu'un jour on l'ouvre. Mais, et Aristote nous dit, parler c'est dire. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que ce n'est pas rien du tout, puisque parler, si c'est dire, c'est donc dire quelque chose. Et c'est donc signifier. Et c'est signifier, donner du sens à ce qui nous entoure. Ce qui nous distingue, donc, principalement des animaux. Le lion, quand il est dans la savane, il reste, il ne prend pas conscience. Il ne dit pas « moi, lion » ou « moi, je sais pas, Robert le lion, je suis dans la savane ». Non, non, alors que l'homme est à même de le dire. Donc il y a une grosse distinction. Donc parler, c'est dire, et c'est donner une identité, c'est donner une identité aux choses. Et c'est donc produire des découpages. Parler, ce n'est pas rien. C'est pareil quand on dit d'un automate « oh, maintenant les automates parlent, etc. » Non, ils ne parlent pas. À partir du moment où l'automate sera capable de me répondre quoi que je lui dise et de produire des distinctions, là peut-être. D'ailleurs, c'est inquiétant. Mais pour le moment, non. Bref, et du coup, la parole est ce découpage produit par l'homme pour prendre le contrôle de son environnement. Et il produit donc un découpage d'une unité originelle. L'unité originelle, c'est ce qui nous entoure, c'est l'univers qui nous entoure, et c'est la planète, c'est la nature en un sens. Ce qui va s'opposer, bizarrement, à l'environnement et au monde. Un monde, c'est proprement humain, le monde en fait. La planète, c'est naturel, le monde, c'est proprement humain. D'ailleurs, on dit qu'il faut tout pour faire un monde. Et c'est nous qui... Et on dit aussi, oh, ils sont pas du même monde. C'est pas pour rien, parce qu'il y a des mondes qui se construisent. Et qu'un monde, c'est fait à partir du moment où il y a des hommes dedans et où on construit l'identité des choses qui nous entourent. On dirait que devient un monde martien, du monde lunaire, je sais pas, non? C'est pas ça? Pourquoi forcément, je comprends pas pourquoi il y a forcément des humains. Alors, en tout cas, à l'origine, le principe du monde, c'est qu'il y ait des hommes. Après, et en même temps, dans le monde lunaire, qui va l'explorer? Est-ce que c'est les lions qui vont explorer le monde lunaire? Ou est-ce que c'est la nature toute seule? Non. Et donc, du coup, c'est bien nous qui désignons dans tous les cas. C'est juste pour produire cette distinction-là. Après, c'est pas le point le plus important. Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, plutôt que de s'attarder là-dessus, c'est que la parole produit un découpage dans cette unité originelle. A priori, tout est unifié, tout est mis. Et la parole vient découper et donc donner du sens à des choses en les séparant. On le reverra avec Hegel. Ce qui ne veut pas dire que c'est des... On va le voir tout au long de ça, mais je prévois la question à l'avance. Ça ne veut pas dire pour autant que ces découpages sont stricts et figés. Encore une fois, bien au contraire, c'est ce qu'on a vu. Mais on essaie de les produire pour justement en prendre le contrôle et essayer de les maîtriser et ne pas subir simplement ce qui nous entoure. Et donc, si on donne une identité aux choses,
c'est qu'on va leur donner une essence, c'est-à-dire ce qui les constitue originellement, c'est-à-dire la cause première. L'essence, c'est ça. D'où la fameuse phrase célèbre de Jean-Paul Sartre, que certains connaissent peut-être, pour vous donner un exemple, lorsqu'il dit chez l'homme l'existence précède l'essence. Il ne s'agit pas ici d'en débattre, mais juste il donne ça, c'est pour que vous compreniez mieux le terme d'essence en fait, tout simplement. En gros, il dit cela parce que pour lui, on se construit en tant qu'homme et donc en tant qu'individualité, en tant que personnalité, on gagne son identité propre après être né, là où, encore une fois, un chien il est chien et il restera chien, quoi. Et avec tout l'amour que j'ai pour les chiens, et certains d'entre vous le savent, mais bon, ils sont chiens, quoi. Et donc du coup on donne une identité et cela donc fait sens et donne une essence aux choses, puisque c'est nous qui leur reconnaissons cette essence-là. Telle chose a telle essence et telle cause première. Et donc, et c'est ce que Parménide va nous dire, parler et penser, c'est similaire. Donc on peut produire un discours démonstratif, ce que j'ai tenté de faire jusqu'ici et ce que je vous ai montré avec les vers. Et c'est d'ailleurs, ça c'est pour ceux que ça intéresse, laissez de côté, mais comme je sais qu'Ali est au taquet, je lui donne les infos. Ça c'est justement ce qu'on appelle l'ontologie en fait. C'est le discours sur l'être, le discours sur la chose première, profondément métaphysique qu'on retrouve chez les philosophes grecs. Bref, passons. Je vais m'arrêter là parce que ça, après si je vais continuer 2 secondes, après ça va être trop long. Donc du coup, par la parole, il y a ce discours démonstratif qui est posé. Et donc, l'objet de la dialectique, c'est de reconnaître, et de la philosophie principalement, ça va être de reconnaître l'importance de cette parole et de ce que parler veut dire, et de produire de bons raisonnements, de la même manière que l'on produit de bons accords en musique, parce qu'on ne peut pas faire n'importe quoi avec les mots, et de la même manière que certains mots peuvent se construire, et d'autres non. C'est tout l'intérêt des voyelles, puisque les voyelles vont venir donner sens entre des consonnes, alors que si on les assemble n'importe comment ou si on met des consonnes, ça n'a pas de sens. Et bien là, ça va être le même objet dont il va être question, mais à partir de la pensée, c'est-à-dire faire les bons rapports, faire les bons liens entre les choses et être amené à les conduire correctement. Et c'est ça qu'on va essayer de voir, c'est-à-dire comment est-ce que Socrate s'y est pris et pourquoi est-ce que ça a tant d'importance et comment est-ce qu'on peut réfléchir les autres choses. C'est pour ça que la première chose que je vous donne ici, c'est quasiment, j'ai horreur d'appeler ça comme ça, mais au moins le terme sera clair, c'est plus une méthode, on va dire, de penser, et donc donner les outils qui permettent de tout penser, parce que l'intérêt, c'est pas, encore une fois, d'arriver avec des réponses, vous donner des réponses toutes faites, et donc c'est comme si, en fait, c'est essayer de donner une grammaire essentielle. C'est-à-dire à partir du moment où vous avez compris le principe, que vous avez intégré les outils, vous vous débrouillez, quoi. L'important, c'est que vous soyez indépendant, et pas de répéter comme des perroquets, quoi. C'est ça le truc, on n'est pas à Sciences Po, quoi. Et on n'est pas là pour répéter, ça n'a aucun intérêt. Le mauvais, tu penses. Bref. Et Sciences Po, le seul endroit où on fait des dissertations en 2 parties, c'est-à-dire que ça n'a aucun sens, puisque du coup il n'y a pas de mouvement dialectique, puisque la thèse, l'antithèse et la synthèse, mais comme on travaille pour les autres et pour une élite à laquelle on ne réfléchit pas, du coup on a habitué à travailler en 2 parties, mais c'est pas grave. Bref, c'était la parenthèse. Du coup, revenons sur l'essentiel. Ce que je disais du coup. Oui, il va s'agir donc de faire les bons liens et les bons raisonnements et de voir ce qui peut s'assembler et ce qui peut ne pas s'assembler. À quel moment est-ce qu'on reconnaît l'existence de l'être et du non-être, etc. Et c'est là-dessus qu'on va revenir la prochaine fois, vu que ça fait déjà 1 heure et que du coup je suis obligé de... Voilà. C'est dommage, j'étais bien parti. Donc là, tu as fini l'introduction. C'est à peu près ça. C'est même pas sûr, donc... Ouais, c'est quasiment. On ouvrira le sophisme la prochaine fois. Voilà. Vous êtes tous impatients. Bref, est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y en a pas eu il y a 40 minutes, il n'y en aura pas maintenant. Ah. C'est con parce que pendant les 40 minutes, j'ai parlé. C'est ça qui est problématique en fait. Bon. Non. Bon, bah parfait. Donc tout est clair.
T'as décelé le deux comptes qui marchent vont plus loin. C'est quoi déjà le truc? Un seul qui marche pas, c'est quoi? Oh, c'est dommage, c'était drôle, j'ai oublié. Voilà, ça devait être marrant, mais c'est loupé. T'as réussi. Voilà. C'est à propos justement de ce que tu disais dans tes derniers, dans la dernière partie, que donc on va essayer d'apprendre d'une certaine façon à donner donc du sens au concept. Via une construction particulière, c'est bien ça? Si tu peux préciser, parce que là, je préfère pas te dire avec une méthode particulière. L'idée, c'est de trouver, grâce à une méthode, le moyen de dégager du sens. En gros, c'est juste les outils qui permettent d'analyser, une manière qui te permettent d'analyser et de mettre en rapport les choses, les situations, les relations. Quoi. Ouais. En fait, moi, c'est plus, on va dire, une discussion qu'une question en elle-même. Mais pendant que tu parlais, et même un peu avant, je réfléchissais à tout ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Ouais. Bon, désolé, je reste dans le côté très scientifique, même si en soi, moi, je m'en suis bien dégagé. Enfin, j'étais très scientiste étant plus jeune et je m'en suis beaucoup dégagé. Néanmoins... C'est dialectique. C'est toujours quelque chose que je trouve intéressant. Oui, on est d'accord. Et justement, ces outils qu'on va développer par la suite, j'imagine, qui permettent de finalement mieux comprendre les concepts, les découper, comme tu disais, ce qu'on pourrait imaginer à terme les écrire comme des formules mathématiques qui pourraient être interprétées par un ordinateur ou... tu vois ce que je veux dire? Même si en soi... Mais surtout, le truc, c'est que même si je vois ce que tu veux dire, est-ce que j'ai la réponse, tu vois? C'est l'équation universelle, Non, mais surtout, je pense pas, parce que ça rapproche aussi de ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait qu'on doit utiliser la voie philosophique plutôt que la voie scientifique pour avancer sur certaines questions. Oui. Et si on a des outils qui sont entre guillemets parfaits, ça veut dire que ça devient scientifique. Ah oui, c'est pour ça que d'ailleurs le matérialisme dialectique est intéressant scientifique. C'est pour ça qu'il a la prétention de se dire scientifique. Sauf que c'est aussi ce que je vous ai montré, que la méthode scientifique vous est passée par une certaine démonstration et par certaines logiques. C'est pas pour ça qu'après elles sont forcément codifiables à l'infini. Et surtout, le truc, c'est que là où c'est pour ça qu'encore une fois, il ne faut pas distinguer l'un de l'autre, et c'est justement ce que fait de ne pas les distinguer le matérialisme dialectique, c'est que justement, il y a des matières à réflexion qui arrivent, et en fonction des temps et des époques, et qui sont différents. Or, si on fait... Enfin, mais ça, désolé je te coupe, mais... c'est impardonnable. Je travaille un petit peu dans l'informatique, et dans l'informatique aussi, donc tu as des moyens de faire des sortes de boucles de rétroaction. C'est-à-dire que ton programme va fonctionner différemment en fonction des variables qu'il a. Peut-être. et donc en fait, un même programme est capable de réagir différemment en fonction des variables qu'on lui met, et ces variables peuvent être modifiées petit à petit. Ce qui nous amène justement... Votre système a été rebooté, débrouillez-vous avec ça. Parce que, par exemple, tu as apparemment des journaux, enfin des médias qui commencent à utiliser des logiciels pour écrire eux-mêmes les articles. Ah, c'est pour ça qu'ils sont si mauvais. Quoi Sérieux? Ah ouais. Non mais en fait, t'en as qui le font déjà, t'en as d'autres qui vont commencer à... Après je sais pas, j'ai pas vu ça. Le problème que ça pose, outre les problèmes d'ordre éthique et moraux là, parce qu'évidemment c'est un peu imposé, et sauf que ça on peut en parler pendant des heures, donc ça va pas être le sujet. Mais l'autre problème que ça pose, c'est que j'ai du mal à voir comment, après peut-être, mais ça ne me réjouit pas, mais comment la science, est-ce qu'elle peut déterminer, peut analyser des choses et interpréter des choses proprement humaines qui sont différentes à chacun de la relation de l'un à l'autre aussi, quoi. Il y a un moment où ça, je vois pas comment... mais malheureusement, c'est déjà ce qu'on tente de faire, et j'en parlais dans le dernier cours, notamment avec la sémiologie. Quand je vous disais le gros problème du scientisme,
c'est que la sémiologie, c'est dans la science des gestes et des signes, etc. Que justement parce qu'il y a de l'insaisissable, et que c'est ça la propre d'autrui, c'est pour ça qu'on le questionne tout le temps, et c'est pour ça qu'on est perdu. Parfois, les personnes que vous pensez connaître le mieux sont celles qui vous étonnent le plus par leur choix et leur comportement. Parce que c'est insaisissable. Et du coup, avec la sémiologie, par exemple, on tente de percer ça, alors qu'on n'y arrive pas, c'est faux. Donc on essaie de codifier. C'est très complexe aussi. Ah bah voilà, mais c'est tout le problème. Et du coup, je vois pas à quel moment. Et ça, à la limite, les seules bases qu'on peut poser, pour moi, c'est dans le dialogue de l'un avec l'autre. Encore une fois, d'où l'intérêt de la philosophie, et de voir comment on organise tout ça, soit dans sa relation personnelle, sa relation familiale, sa relation à la cité. C'est tout ça. Et ça, je vois pas comment un ordinateur... Enfin, il peut le faire. J'en sais rien. Mais peut-être, juste par contre, ça risque d'être catastrophique, mais j'ai dit que je voulais pas rentrer dans les débats éthiques et moraux. Juste parce que ça prendrait la nuit et que du coup, il n'y a pas de réponse à ces questions-là. Puisque ces questions-là, qu'est-ce qui donne la réponse? C'est le politique en dernière instance. Donc, comment on se rend compte que quand même, il y a un raisonnement chez l'humain qui suit une certaine logique. Et chacun, en effet, a ses points propres qui vont faire que certaines choses pourront paraître complètement... qui ne seront pas attendues du tout. Personnellement, moi, je crois pas à ce qu'on appelle les intelligences artificielles avancées qui pourraient reproduire un homme. Néanmoins, je trouve que c'est un sujet quand même très intéressant de réflexion, et de voir à quel point, finalement, les hommes eux-mêmes peuvent être aussi conditionnés. On sait à l'avance qu'ils vont penser de telle et telle façon. Oui, c'est l'ingénierie sociale. Ouais, Mais après, l'autre limite aussi pour moi là-dedans, de toute façon, elle est une limite qui est dramatique. C'est qu'il y a une distinction importante à faire. Après, tu peux peut-être me répondre d'ailleurs, du coup, parce que tu connais mieux que moi, c'est ton métier et ton sujet, mais c'est que si on codifie une machine de telle sorte à ce qu'elle produise ou qu'elle crée, ce qu'elle va créer, ça va être ce que je distinguais dans un article récemment aussi, ça va être, elle va produire de l'innovation et pas de l'invention. Et c'est ça, là où l'homme se distingue. Et aujourd'hui, on meurt de ça, en fait, parce qu'il n'y a plus d'invention, en fait. Les dernières inventions, c'est des années 50-60. On ne devrait pas rouler avec des voitures aussi pourries que ça. Et on est dans l'innovation. Par contre, on a l'iPhone 1 et l'iPhone 6 où il n'y a aucun changement à part 2-3 gadgets, quoi. Et j'ai peur que ce soit à ça que ça ressemble, quoi. Et que les voitures, ce soit toujours les mêmes, la machine à laver, c'est toujours la même, mais on n'a pas inventé de vrais outils d'émancipation de masse, sûrement parce qu'il y a une volonté derrière qui n'est pas ces outils d'émancipation de masse, parce que le vrai progressisme technique, il passe par ça. Mais si une machine le fait, pour moi, elle ne fait que de l'innovation, c'est-à-dire qu'elle va pouvoir changer un peu, mais reproduire dans lui-même, et pas créer carrément quelque chose de complètement nouveau et révolutionnaire. Voilà. Les ordinateurs ne se sont jamais remis en question. Non, bien sûr. C'est difficile de leur demander d'avoir un avis. Non, mais je vous l'ai dit, moi je crois pas à ça rejoint ce que tu dis. Je crois pas que la machine à laver, c'est un peu émancipé la femme. Mais si, carrément, c'est ça que je suis en train de dire, justement. Je suis en train de dire que justement, elle a permis cette émancipation, mais que justement, plus ça va, moins il y a d'invention. Alors que justement, le but du progrès technique, ça a été d'émanciper, quoi. Sur, comment dire, des outils qui... Et d'ailleurs, c'est là que c'est dangereux, parce que... Pardon. C'est là que c'est dangereux, parce que justement, Je te vois venir. Ouais. Vas-y. La question du progrès, elle est essentielle, elle est maintenue, elle est tout le temps. Normalement, la gauche radicale doit soutenir ce progrès-là, ce progrès scientifique. Aujourd'hui, la gauche radicale tombe que dans des questions de décroissance, etc. C'est-à-dire qu'elle valide sans cesse des politiques d'austérité. C'est-à-dire qu'on voit des gens dire « Oh, la machine à laver, attention, c'est de la technique, j'y touche pas, donc je vais faire mon linge à la main. » Mais sauf qu'on se rend pas compte de la corvixété, quoi. C'est ça qui est dramatique. Enfin, toi, probablement, puisque tu me le dis. Mais on se rend plus compte de la corvixété et d'à quel point ça nous a libérés. Et c'est là-dessus que la lutte des classes se fait encore une fois, et c'est pour ça qu'elle se jalonne avec le progrès technique. Parce que ça se fait sur le temps de travail, et c'est le chapitre 6 inédit du Capital, où Marx montre bien que l'essentiel va se jouer sur le temps de travail limité pour s'offrir beaucoup plus de temps de loisir. Donc c'est ça l'émancipation, elle passe par là, et ça émancipe tout le monde de toute façon. Voilà. Bref, oui.
En fait, on a émancipé la femme de la lessive en lui demandant d'aller derrière un ordinateur ou de répondre au téléphone. Oui, ça, on est C'est d'accord. ça, D'accord. la supériorité. Ça, on est bien d'accord. Il faut l'exploiter différemment. Bah, voilà, Ouais, ouais, c'est ça, un on est petit peu bien ça, d'accord. ouais. D'autant plus que devant un ordinateur, on peut même plus réfléchir à d'autres choses. Après, et c'est ce que je vous ai dit des tas de fois aussi, après, comprenez bien que c'est toujours des outils, donc qu'est-ce qui est en jeu? C'est l'organisation sociale qu'il y a autour et qu'est-ce qu'on décide d'en faire, c'est ça. Mais l'outil en lui-même, comme quand je vous avais dit, le couteau il est jamais responsable, sinon c'est lui qu'on mettra en prison. La machine à laver, elle n'est pas responsable de l'exploitation. Au contraire, la machine à laver, c'est un outil de progrès et d'émancipation. Par contre, à quel moment, et puis c'est là qu'il faut bien distinguer, ce qu'a très bien produit Kluskar, la distinction entre les biens d'équipement et les biens de consommation. Il y a des biens d'équipement qui sont ces biens de masse, la machine à laver en fait partie, et qui sont normaux et qui permettent cette progression-là. Alors que les biens de consommation vont être des biens réservés à certaines personnes, ce qui fait qu'il n'y a pas de société de consommation, parce que sinon on aurait tous accès à ces biens de consommation qui sont dits libidinales, ludiques et marginales. Bref, c'est que j'ai condensé parce que je sentais que j'allais partir. Du coup, je sais plus ce que je disais. Du coup. Enfin, je sais plus ce que tu disais. J'ai oublié ce que Bon, bah voilà, on en est tous là. Néanmoins, ouais, sur le progrès, il faut faire gaffe en se disant que tel outil, c'est le progrès. Ça peut être un progrès dans un sens et ça peut être une régression dans un autre. Je prends un cas tout simple et tout bête, les téléphones portables par exemple, avec lesquels on a Internet et le savoir qui est à portée de main. En fait, le fait d'avoir le savoir qui est dans le téléphone et qui est plus dans la tête, ça fait qu'on a plus de mal à réfléchir, de lier des concepts les uns avec les autres. On est d'accord. Après, il y a deux choses de toute façon avec ça. Après, c'est que d'un, ça peut conduire de toute façon aussi à de nouvelles formes de pensée, qui ne sont pas dérangeantes. Et de deux, on ne va pas contre le progrès. Donc il y a un moment où c'est pas pour être hyper. Il y a un moment où quand la chose se présente et qu'elle est à même d'être là, c'est impossible de faire marche arrière, ça n'existe pas. Ou alors c'est que des petites communautés. Donc tout l'intérêt de faire avec, mais d'avoir une organisation sociale qui gère ça correctement. C'est comme tout en fait, c'est un outil qu'on nous offre, à savoir ce qu'on en fait. Même pour la politique c'est un outil pour organiser. Parce que je vois que souvent tu reviens sur tu fais un parallèle avec la politique ou. C'est bizarre. T'as une tendance à ça. Mais parce que. Oui, non, c'est vrai, quelquefois. Mais parce que c'est un outil et qu'est-ce qu'on en fait, c'est ça le danger. Enfin, c'est ça ce qu'on subit en fait. Et surtout, parce que c'est bien la politique en soi. Et le plus dangereux, c'est quand on délaisse cet outil-là aux Ouais, autres, c'est ça le problème. D'où l'importance de le reprendre. Et c'est aussi ce qu'on fait avec la philosophie. C'est le problème, parce que quand on délaisse tout ça aux autres et que nous on fait boulot, métro, dodo toute la journée, au final on laisse faire, quoi. Donc, et on est autant responsable de laisser faire que dans ce qui se fait. Peut-être pas autant, non. Mais en tout cas, autant essayer de prendre conscience, quoi, parce qu'il n'y a que comme ça qu'on peut s'en émanciper.